bonsoir monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur la télévision du monde. C'est au clair de ce lundi qui prend ainsi son envol. Une édition que nous ferons fort heureusement sans les pieds dans l'eau. Mais pourtant, la capitale économique du Cameroun, Douala, a subi de fortes précipitations dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les populations, pour la plupart de la ville cité belge du Vouri, sont réveillées le pied dans l'eau, de l'eau qui est allée à des hauteurs inimaginables, des inondations spectaculaires dues à des pluies diluviennes qui ont donc mis en mal le vécu des populations. Ces populations ne manquent pas de crier leur colère. Il faut le rappeler, Douala n'est pas la seule ville qui a subi les affres de ces inondations, mais tout de même, Douala a connu des niveaux d'inondation assez particuliers pour cette année 2020. On annonce encore de fortes précipitations, à en croire les responsables de la direction de la météorologie qui continue de laisser penser que le pic des pluies attendu pour cette saison de pluie n'est pas encore arrivé et que l'on devrait se préparer à justement vivre ces inondations qui vont mettre en mal les populations. On a donc fait le choix, au regard de cette actualité, de nous pencher sur la question inondation à Douala et même au Cameroun. Le pays peut-il être évité? C'est la question qui va nous accompagner ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde, émission pour laquelle nous vous invitons à participer activement à travers nos différents points d'accès, le 6 99 57 30 26, mais également à travers notre page Facebook LTM TV officielle, et vous ferez partie de ces nombreux téléspectateurs fidèles qui nous accompagnent lundi, mardi et mercredi de 21h sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, tout au clair, c'est une problématique des invités. Tout de suite, notre panel. Des acteurs nous accompagneront ce soir. Je rappelle qu'à la faveur de ces inondations-là, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandie est sur le terrain. Il a marqué une halte ce lundi dans la cité Lumière Edea pour reconforter les populations. Il était également l'hôte des populations des différents arrondissements de la capitale économique du Cameroun. Il était non seulement porteur du message de compassion, de réconfort du président de la République, Paul Biya, mais au-delà de cela, il est venu charger d'un don du chef de l'État à l'endroit de ces populations sinistrées. Nous en parlerons certainement dans le cadre de cette émission, mais il faut également le rappeler, le ministre de l'Habitat et de l'Équipement urbain, Célestine Ketchakoutas, également était dans la capitale économique du Cameroun, question de toucher du doigt l'étendue des dégâts, mais également proposer des pistes de solutions pour permettre d'éviter pareille situation dans les jours à venir. Pour nous accompagner ce soir dans le cadre de ce programme, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Valentin Ndiaye, est avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Merci beaucoup de nous accompagner ce soir, Monsieur Valentin Ndiaye. Je rappelle qu'il est communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Autre acteur qui nous accompagnera ce soir dans le cadre de ce débat interactif, il nous vient notamment du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est une fois de plus au cœur de l'actualité au regard de ses positions en rapport avec ces inondations. Le MRC est une fois de plus représenté par Charles Dicam. Bonsoir Charles. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes companélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci à vous de nous accompagner ce soir. Un acteur que nous ne présentons plus, consultant de Tout au clair, avec Miguel. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Je suis arrivé ici ce soir, malgré que j'ai perdu mes lunettes, je suis pratiquement aveugle, mais je reconnais Djikam. Et toi aussi, voyez, je n'ai même pas pu reconnaître Monsieur Ndiaye, avec qui j'ai pourtant fait une émission, je crois que c'était samedi, pour dire que je vais essayer d'organiser les populations autochtones du littoral dans les jours à venir, pour que ensemble, comme un seul homme, nous attirions l'attention du président de la République, président Biya, le chef de gouvernement et éventuellement
le ministre de l'administration territoriale sur la dangerosité des dérives que les membres du commandement territorial, les préfets, les sous-préfets, sont en train de créer dans le littoral avec la nomination ici et là des chefs dits traditionnels, mais qui savaient être des personnes venues des contrées autres que le littoral, dans des terres qui ne sont pas leur terroir, où ils ne peuvent donc pas être dépositaires d'une quelconque autorité traditionnelle. Et on assiste là à une organisation des troubles à l'ordre public qui commence à se faire voir. Des lettres fusent où on appelle les gens à la mobilisation, à l'effet de pousser dehors ces chefs traditionnels comme celui qu'on a nommé en Banga, dans le village de Mouyouka 2, qui est une femme de 74 ans, originaire de Bafa, qu'on vient mettre chef traditionnel dans un village des Ballons, dont elle n'est pas une population autochtone. D'accord, alors... Donc nous allons le faire pour que les fonctionnaires qui ont des positions contre le gouvernement n'utilisent pas la question foncière pour provoquer l'extension du conflit du nord-ouest et du sud-ouest. On a entendu votre cri de cœur ce soir. Certainement, nous y pencherons dans les jours à venir. On regarde la problématique que vous posez ce soir. Mais nous jouons avec vous. Vous le savez, Douala avait les pieds dans l'eau dans la nuit de jeudi à vendredi matin, même jusqu'à samedi. Plusieurs maisons sinistrées avaient encore de l'eau dans leur domicile. Abel, peut-on expliquer cette situation qui devient quasiment récurrente dans la capitale économique du Cameroun, Douala? Oui, ce n'est pas un hasard. Il y a une trentaine d'années, Douala n'était pas comme ça. Vous savez, j'ai grandi à la cité Chadi, à côté du dépôt pétrolier à la SCDP. Nous sommes arrivés là en 63. Et là où vous voyez l'hôtel Jardin de la Vallée, tout ce quartier n'existait pas. C'était un grand marécage. Lorsqu'il y avait de grandes pluies, eh bien cet endroit était inondé d'eau, parce que tout l'eau qui descend de la ville, Akwa, Bissengue, etc., venait là. De l'autre côté de la route, où vous voyez le Grand Drain, qui va jusqu'au pont du rond-point 3e, c'était la broussaille. C'était un marécage qui servait à retenir de l'eau qui s'écoulait donc progressivement dans le Vouri. Aujourd'hui, c'est des habitations. C'est des gens qui sont venus au motif qui sont très entreprenants, au motif qui sont dynamiques, au motif qu'ils voient ce que les autochtones ne voient pas, qu'ils voient des opportunités, et que tout ça s'exprime par la désobéissance, la bravade, le refus de respecter les règles éditées par nos propres enfants que nous envoyons étudier l'urbanisme, étudier l'architecture, étudier les questions environnementales, qui nous montrent la route, et que une communauté de têtus s'arrange à ne pas respecter. J'ai amené ici cet ouvrage qui a été édité par le ministère des Domaines et des Affaires foncières. Je vais me débrouiller pour dire ce que c'est qu'un marécage. Le ministre était du temps de Anon. Voilà, Pascal. Le domaine, ce qu'on entend par domaine public, c'est l'ensemble inaliénable. Inaliénable, on ne peut pas vous donner ça. L'ensemble inaliénable des biens meubles et immeubles, par nature, c'est-à-dire que la nature peut avoir fait, ou par destination, donc l'homme fait, affecté à l'usage direct ou des services publics. Domaine public naturel, on précise maintenant. Ensemble des terrains et espaces non aménagés par l'homme, entre parenthèses, la mer, les fleuves, les rivières, les lacs,
les marécages, l'espace aérien. C'est donc un domaine qui appartient au public, qui appartient donc à l'État, qui l'administre, qui ne le cède pas, parce que c'est un domaine public. Il est inaliénable. Alors, les gens à Douala ont décidé de ne pas respecter les règles du régime foncier. Ils ont décidé de ne pas respecter les règles d'urbanisme. Ils viennent occuper tout ce qui servait de bassin de rétention des eaux que la ville draine. La ville de Douala n'est pas pluvieuse aujourd'hui. Elle a toujours été pluvieuse. Les gens occupent ces terrains. Ils créent donc les conditions pour que les eaux de ruissellement n'aient pas d'espace de réservoir de rétention, n'aient pas d'espace d'infiltration. Parce que quand vous voyez une goutte d'eau qui tombe du ciel, elle se divise en 3 parties quand elle tombe. Une partie s'infiltre dans le sol. Une partie ruisselle et une partie s'évapore pour rentrer au ciel. Lorsque vous organisez une ville avec des constructions anarchiques, vous créez des maisons partout. Ces maisons-là ont des toitures qui n'absorbent pas l'eau, qui créent des conditions pour que toute l'eau qui tombe du ciel à l'occasion des grandes précipitations n'ait plus le même espace, la même surface d'infiltration. L'eau qui ruisselle augmente donc forcément. Et quand vous avez supprimé les bassins qui pouvaient retenir cette eau, vous obtenez que cette eau-là reste et commence à s'entasser là où vous habitez, qui était son lieu naturel. Première responsabilité. La deuxième, c'est dans le cas de la ville de Douala. Les autorités qui ont cru qu'on pouvait réduire impunément le lit du Vouri et qui ont diminué le lit du Vouri au niveau de Daïdo, du pont, de 2 tiers. Parce que vous savez que ce pont du Vouri là avait 3 branches. Il y avait le premier pont, il y avait une digue et il y avait le deuxième pont. Aujourd'hui, le premier pont et la digue ont été supprimés. Il reste le deuxième pont qui a moins de 600 mètres de long. Alors que la largeur de l'ancien pont, la longueur de l'ancien pont était de 1,8 km. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre? On doit pouvoir comprendre que nous avons créé les conditions pour qu'en amont, c'est-à-dire dans la partie nord du fleuve Vouri, venant de Yabassi, de partout et tout ça, que cette eau qui descend n'ait pas de l'espace pour passer. Elle s'entache donc, le volume augmente parce que les inondations que vous avez vues à Douala, on les retrouve dans le camp, notamment les villages des Érodis et tout ça, qui s'inondent aussi là-bas, en même temps qu'on est en train d'avoir des inondations à Douala. Parce qu'on a réduit le lit du fleuve, qui risque un jour de nous rattraper. Alors, quand vous combinez cette faute gouvernementale d'avoir fait ce choix, vous ajoutez le mauvais comportement de nos populations qui n'écoutent personne, qui gâtent des équipements comme tous les biens qu'on construit, où tout le monde devient des ordures, vous obtenez les conséquences qui nous préoccupent ce soir. Alors, Valentin, vous êtes le représentant du RDPC ce soir. Est-ce une vision apocalyptique présentée par Abel Limbleberg ou c'est malheureusement la triste réalité qui nous donne ou qui conduit à ces inondations qui devrait pouvoir être, j'ai envie de dire, le quotidien puisqu'il pleut toujours dans la Biobella? Je vais me porter en faux pour certains points au discours de M. Limbleberg pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter ou qui impactent les inondations dans la ville de Douala, qui sont connus depuis que cette ville existe, depuis les périodes coloniales. Il a toujours existé des inondations dans la ville, compte tenu de la position du site géographique
que la ville occupe. À cela, nous allons associer le flux, la pression démographique, l'incivisme des populations, les conditions géographiques, c'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, le site de la ville, l'emplacement de la ville, qui est en dessous du niveau de la mer, le taux de pluviométrie également. Nous savons qu'il a été annoncé par les autorités au vu du dérèglement climatique que nous connaissons depuis un certain temps, que la ville, enfin que le Cameroun tout entier va connaître des pluies diluviennes. Et il y a de cela une dizaine d'années aujourd'hui que Douala n'a plus connu ces pluies diluviennes, parce que les derniers sinistres ou les dernières occasions où la ville a connu des inondations d'une certaine ampleur, les autorités avaient mis sur pied une politique de réhabilitation et de construction de certains drains pour faciliter l'écoulement des eaux. Donc, je veux dire que la vision apocalyptique n'est pas celle que j'ai. J'ai la vision d'une ville qui est en perpétuel développement compte tenu des politiques qui sont mises en place. Nous savons tous qu'il y a un plan directeur de la ville qui a pensé, dans lequel on a pensé l'avenir de la ville de Douala. Donc, je vais dire, pour chuter, qu'il y a un certain nombre d'approches qui sont mises en exergue pour faciliter le développement, pour faciliter le déplacement, pour faciliter l'occupation de la ville par ces populations. Alors, dans les pieds dans l'eau, c'est une habitude, c'est tout à fait normal. Il est normal qu'on ait les pieds dans l'eau? Non. Ah non, dans les pieds dans l'eau. Ce qui me plaît dans ce pays, c'est que quand il faut citer le pire, vous avez des références. Et quand il faut citer ce qui est bien, c'est la souveraineté. Vous y êtes vous-même. Non, s'il vous plaît, le sujet est suffisamment grave pour qu'on ne plaisante pas avec. Beaucoup de nos concitoyens se sont retrouvés dans la difficulté et y sont encore et vont y demeurer. J'ai bien aimé les interventions de mes prédécesseurs. J'y prendrai l'un comme l'autre. Bien que je refuse de tomber dans un errement que j'ai entendu stigmatiser comme de coutume. Oui, Douala est une ville en pleine expansion. C'est le propre des capitales économiques partout à travers la planète. Mais c'est encore le même problème que je vais invoquer, c'est l'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. Être proactif. Je vais également dire que ces populations qui se sont installées de part et d'autre l'ont fait au vu et au su d'autorités. Alors j'entends souvent sur ce plateau et de certaines personnes dire que l'État est fort, mais l'État était où quand ces populations s'installaient? Beaucoup d'entre eux ont des titres fonciers. Et je voudrais qu'on me dise quel est donc ce plan directeur de Douala. Vous avez l'impression que cette ville est tracée? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est prévu, vraiment prévu et suivi? Je vais vous parler d'un quartier qui n'est pas loin, qu'on appelle Bonapriso, qui était supposé être un quartier résidentiel. Où aujourd'hui vous voyez un immeuble de 10 étages à côté d'une villa. Raison pour laquelle les occupants de beaucoup d'entre elles en sont partis, puisque du deuxième étage de l'immeuble, on a vu sur votre chambre. Mais il n'y a aucun plan directeur. Et c'est la conséquence qui est tout simplement l'anarchie. Ben pour qui est l'anarchie, ça veut dire qu'il y a une autorité qui n'a pas fait son travail. Tout simplement. Chacun d'entre nous aspire à quoi? À manger, à être logé, à pouvoir se soigner.
Si à un moment donné, vous ne pouvez plus vous loger ailleurs que dans certains endroits, et qu'on vous laisse le faire, qu'on ne prévoit pas. J'ai cru comprendre lors d'un débat auquel M. Elimbelo a participé avec moi, qu'il a vécu en Afrique du Sud. M. Elimbelo sait donc qu'au Sénégal, par exemple, il y a des logements sociaux organisés. Ce n'est pas les trucs qu'on a fait à la sortie de la ville. Il y en a partout, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Mis à la disposition d'une certaine frange de la population dont les revenus leur permettent l'accès à ces logements. Qu'est-ce qui a été fait? Depuis la SIC, il y a eu quoi? La SIC a fait quoi? Regardez mon ami Sedi Makepe, depuis lors ils ont fait quoi? Rien d'autre. Alors l'initiative est laissée au privé, qui eux-mêmes ne sont pas contrôlés. En fait, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on préfère voir le résultat, mais pas la cause. La cause est la désorganisation, la cause est l'absence de l'État, la cause est, je vais invoquer, je vais prendre chez M. Elimbelo tout à l'heure un sujet qui n'est pourtant pas d'actualité, mais qui l'a soulevé, qui semble-t-il fera l'objet d'un autre débat. Mais ces autorités-là, ces sous-préfets, c'est seulement pour refuser les marches, mais ça fait partie de leur travail aussi. Ces autorités administratives qui délient des permis, ces permis de bâtir qu'on a donnés à gauche et à droite, parce que beaucoup d'entre eux ont des permis de bâtir contre rétribution, il faut aussi qu'on le dise, ce sont des corrompus. Ceux-là aussi sont contre l'État du Cameroun. Merci Charles Dikam. On va maintenant par l'autre panéliste sur le plateau, Didier Yimkwa. Il est militant politique pour le FSNC, mais par ailleurs un militant écologiste. On va pouvoir bénéficier de son expertise sur la question. Quelles sont les réelles causes des inondations dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua même, qui a subi encore les inondations il y a quelques semaines, et où on a reçu des manquants. Je voudrais d'abord humblement présenter mes excuses à vos téléspectateurs qui étaient dans une autre activité. Je voudrais leur présenter mes excuses, s'ils en acceptent. Mais quand j'entrais en ce studio, j'ai suivi ma belle Rémi Lobert parler des bassins versants qui ont subi des pressions. Et je partage ces analyses parce que j'ai eu la chance de travailler sur les bassins versants à Douala en 2007 avec une ONG canadienne. Et le rapport doit être, je crois, à la communauté urbaine. Nous avons interrogé un patriarche à Saint-Thomas qui nous disait que dans les années 1940, on pouvait partir du PK14 ou bien de Saint-Thomas par le Kondji et arriver jusqu'à Yabassi. C'était des rivières navigables. Il me l'a dit, il n'a pas été le seul. Vous avez à peu près 8 bassins versants à Douala, et le plus grand bassin versant, c'est l'Ovouri. Abel a bien expliqué les pressions. Moi, je ne reviens pas là-dessus, mais je peux m'occuper un peu plus du Vouri, qui devait être le bassin versant, qui devait recevoir toutes les eaux des 8 autres bassins versants. Bourasama, Beseke, qui a été enterré, Mbopi enterré, le Kondji, le Tongo Bassa, Bobongo, qui sont transformés en poubelles aquatiques. À une certaine époque, on pouvait trouver des bouteilles vides surnagées. Bon, le Vouri aussi a une autre agression dont on ne parle pas assez au niveau de son brin fluvial, c'est la jacinthe d'eau. Donc le Vouri subit l'envasement, l'ensablement et la jacinthe d'eau. Tout cela amène à réduire son débit. Et ensuite, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux tout autour de l'aménagement urbain. Vous avez une zone industrielle. À côté, vous avez les cimenteries. Je me rappelle en 2015, quand Dangote est arrivé ici avec son compatriote de l'UBA, il y avait tout un gouvernement conduit par le Premier ministre avec les autorités traditionnelles et tout ce qui a comme parterre d'hommes d'affaires au Cameroun. Malheureusement, on a vécu une scène apocalyptique, tout le monde avait les pieds sur l'eau. On cru à l'époque qu'à partir de ce moment-là, quelque chose allait se faire. Donc, je voudrais citer un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez retrouver pertinents, que vous pouvez retrouver soit l'INS, soit la communauté urbaine. Douala, c'est 70% d'occupation anarchique des sols. Douala, c'est 19,48% des populations qui ont accès à l'eau potable. Douala, c'est 71% d'immobiliers qui n'ont pas de titre
foncier. Donc là, c'est 42% d'établissements classés 1 et 2 du Cameroun sont ici à Douala. Donc là, c'est 3090 milliards de PIB annuel que génère de la richesse locale. Donc là, c'est 5,5% de taux de croissance démographique, de 5% de croissance démographique. Lorsque vous avez autant de paramètres, d'indicateurs pertinents, et que vous divisez 3090 milliards, je raconte peut-être n'importe quoi, fois 360, vous avez perdu 8 milliards 500 millions en un jour, simplement parce qu'il a plu pendant 4 heures. Lorsque vous avez ce genre d'études, ça peut paraître barbatif. Il faut faire attention de parler peut-être avec les classes idéologiques ou partisans. Il faut réagir. Et j'ai fait un exercice à propos, et je peux vous présenter la copie. Vous savez, en 1992, après le sommet sur la Terre à Rio, le Cameroun a ratifié 4 grandes conventions, parmi lesquelles la Convention 4 sur le changement climatique. Parce que les fortes précipitations sont des phénomènes extrêmes liés au changement climatique, le Cameroun s'est doté d'un outil stratégique, c'est le programme national de mécanisme au changement climatique. Et l'une des résolutions de ce document, c'est que tous les collectivités territoriales décentralisées, doivent élaborer leur propre programme local de mécanisme au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe le contrôle d'Abel parce qu'il a été conseiller municipal. Lorsque vous consultez les plans communaux de développement, aucun plan ne parle du changement climatique. L'autre jour, je suivais encore le professeur Amourou, le directeur général de l'Observatoire national sur le changement climatique, qui demandait aux mairies d'insérer leur plan local de mécanisme changement climatique dans leur PCB. Pourquoi? Parce que tous les projets qui relèvent des PIB, les projets d'investissement prioritaires, sont soumis à une évaluation socio-environnementale. Alors donc, tous ces projets que nous voyons ici, tous ces eaux qui coulent ici, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris en compte ce paramètre. Alors Abel, est-ce que tous les paramètres ne sont pas pris en compte et que malheureusement on se retrouve dans des situations comme celle-ci? Douala étouffe, c'est vrai, Douala a une population, mais en même temps, on a l'impression que les populations sont davantage responsables du mal-être et de ces inondations récurrentes dans la ville. Il y a très longtemps que je suis dans l'opposition. Ça veut dire que j'ai déjà dit depuis presque 40 ans, au moins, que ce pays est mal gouverné. Mais, il faut faire très attention. Nous sommes un pays pauvre. C'est bien que Yimkwa ait mis sur la table un certain nombre d'éléments. Et vous dites que Douala, c'est 3 000 milliards, 3090 milliards de PIB. Est-ce que les 30% de cet argent-là rentrent dans les caisses de la communauté urbaine au titre des impôts et taxes diverses pour financer la communauté urbaine? Non, ça n'entre pas. Jika venait de dire que tous, ils ont presque tous le titre foncier. Lui vient de dire que 70% des constructions, 71% des constructions n'ont pas de titre foncier. Oui, c'est ça. Tu t'es trompé. Je voulais parler de comment s'appelle ce document qui précède le titre foncier et qu'on leur délivre quand même. Je ne sais pas si c'est même... Non, il n'y a aucun document. En tout cas, il s'installe. Peut-être tu veux parler du plan d'occupation des sols. Voilà, plan d'occupation des sols. Non, le plan n'est pas quelque chose comme délivre. Il s'installe tout de même au vu et au su des autorités. D'accord. Non, je sais, j'allais donc arriver à ça. Et ça fait partie de ce qu'il faut tirer au clair. Le principe de l'occupation est déclaratif. C'est toi qui cherches à occuper, qui pas dit à l'autorité, qui détient le plan d'occupation des sols, qui est élaboré en fonction de toutes
toutes ces pièces qu'il vient d'évoquer, entre autres les conventions internationales, la topographie du site, les précipitations, les prévisions météorologiques, etc. C'est en fonction de ça qu'on élabore le plan d'occupation des sols, qui prévoit des zones habitables, des zones inconstructibles, et d'autres détails, les zones industrielles, les zones commerciales, etc. C'est vous qui voulez occuper, qui venez dire à l'autorité. Lorsque vous avez une inversion des comportements, on ne peut pas se permettre de dire que c'est le gouvernement. Parce qu'il y a dans la vie d'une société une part de responsabilité dans le bon fonctionnement de la société qui incombe aux citoyens. Quand on dit on met les feux rouges là, les feux tricolores en route, et que les gens viennent pas sans les respecter, vous allez encore dire qu'ils font comme ça parce que le gouvernement n'a pas mis de policiers pour les frapper. Il y a une partie du comportement de l'homme qui habite dans une société qu'on appelle le civisme, qui dépend de lui, de son éducation, de la nécessité qu'il a intégrée, que pour bien vivre, il faut que je me comporte comme ci, que je me comporte comme ça. Le pays étant petit, si tout le monde se comporte comme s'il était l'adversaire du gouvernement, vous aurez que le gouvernement va être dépassé. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. La collaboration du citoyen à la bonne marche du pays est indispensable. Quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire que quand vous habitez sans avoir dit à l'État que vous voulez habiter, s'il est à Bafoussam, dans le sinistre de Bafoussam, de Ngwache, si les gens qui étaient allés habiter sous le flanc d'une colline étaient partis demander au maire l'autorisation d'occuper le sol, ce qui aboutit au permis de bâtir ou au permis d'implanter. Le maire leur aurait dit non, n'habitez pas là, vous pouvez être victime d'un glissement de terrain. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis s'installer. Parce qu'il y a une autre logique qui se développe dans certains esprits au Cameroun aujourd'hui, et en particulier ici au littoral. C'est que les voies de fait profitent à ceux qui les commettent. On occupe des terrains qu'on n'a pas le droit d'occuper, parce que le jour où on va venir vous déguerpir, on est donc obligé de vous donner un terrain, une disposition qui n'existe nulle part. Parce que quand on déguerpit souvent les gens, ce n'est pas toujours des expropriations. Les gens pensent que dès qu'on vous déguerpit, vous êtes en situation d'expropriation. On vous déguerpit, parfois vous êtes venu occuper le site qui est déjà le domaine privé de l'État. Quand on a déguerpi les gens en combat, on devait les dédommager. Ils habitaient dans le site de la Maxi. Voilà donc le type de raisonnement qui relève de la ruse, de la mauvaise mentalité. Et ça va donc se poursuivre. Je vais vous donner un exemple simple. Très rapidement. Vous voyez là où le pont du génie militaire finit là. Quand vous venez de Daïdo pour aller à Bonamsadi. Là où le pont baisse sa coupe. À gauche, à droite, c'est un marécage. Il y a à peu près une quinzaine d'années que je suis venu habiter à Bonamsadi à Makepe. Il n'y avait rien à cet endroit. Des gens viennent, transforment cet endroit à dessein, pas de façon hasardeuse, en dépotoir des remblais. On construit des maisons ailleurs, on creuse, on enlève la terre, et des gens qui ont des visées d'occupation demandent au camion de venir verser cette terre-là, à cet endroit. On s'est mis à rembler ce bassin de rétention qui empêchait que l'eau ne traverse, ne déborde le pont. Aujourd'hui, ce marécage est complètement occupé aux 2/3. À la sortie, vous avez des gens, peut-être, là je peux donner raison à Charles, qui dit que sous la foi de la corruption, ils obtiennent des titres fonciers comme ça, mais c'est le moment de lui rappeler que
Tonnerre, quand il était délégué, il a fait compter les maisons ici. Il y a 400 000 maisons ici à Douala, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas de titre foncier. Qui occupent abusivement des terrains qui ne doivent pas occuper. D'accord. Donc ne faisons pas des analyses simplistes. Laissons souvent que nos populations sachent qu'elles sont victimes de leur propre mauvais comportement. Donc ce sont les populations... Je termine s'il te plaît en disant maintenant à Ndion que faisons aussi attention à cette espèce de chauvinisme qui veut que dès que vous avez un problème, vous croyez qu'on va mettre votre régime en cause, vous devez nous sortir n'importe quel type d'argument. Tu dis que Douala a toujours été inondable. Je ne sais pas en quelle année tu es arrivé ici. Moi, je suis arrivé ici en 1963. Alors, Douala n'était pas toujours inondable. Dernière chose. Ah ben non, vous avez dit vous non, vous ne terminerez pas. Est-ce que vous avez déjà vu une cité sikh? Est-ce que vous avez déjà vu une cité sikh? Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, ou à Edea, ou ailleurs, ou à Nan. Vous avez déjà vu une cité sikh être inondée? Quand tout le monde est inondé là à Sable, la cité sikh est à côté, à Bonam Sadi, il n'y a pas d'inondation là. Parce que on a respecté un minimum de règles de construction. Alors, donc, d'après Abel Limobel, les populations sont responsables du malaise qui se vit s'il vous plaît, qui se vit dans la capitale économique du Cameroun, Douala, et donc on aura toujours ce phénomène d'inondation. Je vais prendre votre question sous un autre angle, sous l'angle de la gouvernance. Et je pense que M. Abel Elimbi-Lobé, en remettant en question la gouvernance, a cité des éléments de bonne gouvernance. Je ne veux pas dire qu'il est rentré en contradiction avec son propos. Alors, les éléments de bonne gouvernance, c'est penser la ville. Et quand on parle de penser la ville, vous avez si bien cité que les autorités ont mis sur pied le plan d'occupation des sols, qui est un élément qui fait partie du plan de la ville. Vous avez parlé de corruption. Le compatriote du MRC, s'il y a corruption, ça veut dire que ça vient également de celui-là qui porte l'acte de corruption, mais là n'est pas le problème. Attardons-nous sur la notion de gouvernance. La ville de Douala, il n'y a pas que la communauté urbaine qui pense la ville, c'est une synergie de structures ou d'institutions, pour ne pas dire du gouvernement, qui pense les villes du Cameroun. Il y a le ministère de l'Habitat, il y a Madame le ministre qui est dans la ville, il y a le ministère de l'administration territoriale, ainsi de suite, qui sont des vecteurs qui accompagnent le développement de nos villes. Alors, il est bon d'apporter de sa contribution pour faire avancer l'amélioration des conditions de vie des populations qui occupent nos villes. Les inondations connaissent les aléas de la nature au-delà des comportements humains qui impactent par nos us et coutumes des facteurs qui favorisent ces inondations. Le plan directeur de la ville a pensé, ou il a été pensé là-dedans, un cadre juridique d'occupation des sols. On a parlé tout à l'heure des permis de bâtir, des titres de propriété, ainsi de suite, des déclarations même, comme a dit M. Elimbi-Lobé. L'assainissement de la ville, elle est faite par les autorités. Les mairies, la communauté urbaine, les mairies, et même les populations, pour certaines populations qui se reconnaissent être des citoyens, mettent la main dans la pâte pour améliorer les conditions, leurs conditions
de vie dans la ville de Douala. Alors, pour conclure, du moins pour chuter, et dire que la gouvernance tient compte de tous les facteurs existentiels pour faire décoller une ville. Le flux démographique qui exerce cette pression est pris en compte dans le développement de la ville. Les zones dans la ville, la communauté urbaine arrive à déguerpir un certain nombre de personnes ou de populations dans des zones qui sont des zones à ne pas occuper. Des zones humides, comme on le dit souvent, qui sont des zones marécageuses. C'est des zones où la communauté urbaine, les structures qui ont la charge de l'assainissement de la ville, font des efforts pour amener les populations à ne pas occuper ces zones. Donc, alors, le MRC parle de mauvaise gouvernance. Monsieur Ndiaye parle de bonne gouvernance. Où se trouve le problème finalement? Moi, je parle de constat. Quel est le constat? Le constat est celui qu'on voit. Construction anarchique, implantation anarchique. Et tant bien même, on soulèverait l'aspect que Abel a évoqué tout à l'heure de ce que, et plutôt monsieur, en disant le nombre d'habitations qui n'avaient pas de titre foncier ou d'implantation sans titre foncier. Je veux dire, le rôle de l'autorité, c'est quoi? C'est d'attendre qu'il y en ait 500 000 avant d'agir. Et il faut peut-être que quand on se rend compte qu'un mouvement de population est en train de s'opérer, qu'on le stoppe pendant qu'il est encore temps. L'éducation des populations, oui, il en va aussi de l'éducation des populations dans le sens où ceux qui peuvent être propriétaires, même quand ce n'est pas le domaine de l'État, d'endroits inconstructibles, doivent être sensibilisés. J'entendais mon prédécesseur immédiat dire tout à l'heure que les communications avaient été faites de ce que nous connaîtrions, ce type de situation pluviométrique. Mais quel relais en a été fait quand on sait déjà combien de personnes ont un téléphone portable et un téléphone portable multimédia? Combien de Camerounais en ont? Quel est donc le rôle de ces structures décentralisées que sont les mairies et autres, si ça n'était que chacun des maires devait prendre son bâton de pèlerin et descendre dans ces quartiers qu'on connaît déjà, qui sont identifiés, pour alerter les populations de ce que, attention, ça n'est pas un fake, il va se produire telle et telle chose. Alors, à défaut que nous n'ayons pu vous déloger de là où vous êtes, prenez un certain nombre de dispositions. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux se sont encore retrouvés surpris. Parce que peu d'entre eux étaient véritablement au courant de cette alerte. Moi, je l'ai lu, mais quel crédit y apporter ou quel impact moi je pouvais avoir? Il y a des autorités dont c'est le travail. Et je continue de dire que, et là je rejoins Abel qui posait la question à monsieur de savoir quand est-ce qu'il arrivera à Douala, mais comment dirais-je, ce comportement citoyen, est-ce que vous l'avez connu il y a 25 ans? Il y a 30 ans, les Camerounais respectaient quand même un minimum de choses. Mais ça s'est installé. Regardez les Benskin. Il y en a eu 1, il y en a eu 5, il y en a eu 10. La plus grande propriétaire de Benskin ici, on la connaît, paix à son âme. Elle était membre du parti de monsieur. Elle est partie aujourd'hui. C'était l'une des plus grandes propriétaires de Benskin ici. Et c'est elle qui a favorisé son implantation. RDPC. Vraiment, ce soir, le sujet est tellement que je souhaiterais même que ce ne soit pas des chapelles partisanes, parce qu'il faut que chacun apporte de ça. Mais qu'on reconnaisse une chose, c'est que rien n'a été fait. Il y en a aujourd'hui 10 000, 20 000, 30 000. Ces gens-là qui ramènent chaque jour 2 000 francs, 1 500 francs chez eux. Simplement parce qu'il y a eu faillite de l'État, qu'on ne leur a pas proposé autre chose, qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Mais on les a vus arriver. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on est surpris. Il en est de même de ces habitations anarchiques. Est-ce que, et je viens de poser la question à Abel qui est sensiblement de la même génération que moi, je dirais même qu'il est la même génération que moi. Je pense que monsieur en face n'en est pas loin. Douala n'a pas été comme ça. Les gens savaient s'arrêter à un feu, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Il n'y en a pas eu plus d'ailleurs depuis. Et les gens savaient s'arrêter au feu. Les gens savaient traverser sur le passage clouté. Mais tout ça s'est installé, pourquoi? Quand des fois on dit qu'il y a absence d'autorité, quand des fois on va plus dire plus que ça. Mais en fait, ça n'est pas bien compliqué. Quand on est longtemps au même endroit, on est plus motivé et on est plus novateur.
Voilà. Ceux qui voudront bien comprendre l'auront compris. Alors, je disais une quoi. Hier, les gens respectaient la morale, le civisme. Pourquoi aujourd'hui, la morale, le civisme ont foutu le camp? Hier, on ne jetait pas les détritus, les ordures ménagères dans les drains, quand il y en a d'ailleurs. Quand il n'y en a pas, on se débrouille comme on peut. Pourquoi est-ce que les bassins versants sont-ils devenus les dépotoirs pour les ménages, les populations de villes et campagnes du Cameroun? Pendant les villes mortes, je n'étais pas à Yaoundé. Moi, j'étais pas à Douala, pardon, moi j'étais à Yaoundé, je ne connaissais pas très bien la ville de Douala. Mais j'ai lu une étude d'un anthropologue qui a travaillé sur la culture, qui a démontré que les déchets, les relations entre les déchets et l'homme relevaient du culturel. Il a pu démontrer que ce que Lindenleber appelle inversion, c'est-à-dire le vice est devenu, la valeur est devenue le vice, l'ampleur, c'est depuis les villes mortes. L'anthropologue l'a démontré, c'est depuis les villes mortes. C'est-à-dire la démocratie est arrivée avec le non-respect de l'autorité de l'État. Moi, je ne suis pas anthropologue, je l'ai lu. Ce qui paraît ne pas être faux. Mais je voulais dire quelque chose. Abel a encore dit des choses. Il a dit, par exemple, qu'il a relevé la responsabilité des populations qui vont s'installer dans des zones à risque. Mais la question, il a raison, mais la question qu'il faut se poser, avait-elle le choix? Avait-elle d'autres alternatives? 10 000 personnes arrivent à Douala par mois. C'est la ville qui reçoit le plus de personnes au Cameroun. On dit que nous sommes 3 500 000. Mais certains ne disent pas de 5 millions. Voyez-vous, monsieur Moutomé, un terrain aménagé dans la ville de Douala coûte à peu près 25 000 francs au mètre carré. Il le sait très bien que la SAD, qui est peut-être un partenaire à la communauté urbaine, la SAD vend le terrain à 25 000 francs le mètre carré, un terrain aménagé. Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent avoir les moyens de s'acheter un terrain à 25 000 francs? Donc du coup, il fallait s'installer dans les zones non les édificantes. Je vais expliquer. Nous avons travaillé sur les mangroves dans la ville de Douala. Parce que vous le dites, vous n'étiez pas. Je prends par exemple l'exemple des populations qui sont installées en Dorpassi après la barrière d'Arsegna. Vous avez des gens là-bas qui ont construit sur pilotis. Vous en avez ici à Bonassama. Tu parlais d'un quartier là, pas très loin d'Alpica. Qui subissent tous les jours les affres d'eau. Ils sont là. Donc moi je pense que, est-ce que le problème, parce que l'État a l'obligation de mettre à la disposition de sa population les logements sociaux. Est-ce que ces logements sociaux-là, dont on parle avec emphase, sont accessibles à un mesquineur? Le SMIC, je crois, c'est 35 000 ou 33 000 francs. 36 500. Allez voir combien coûte un T3, un T4, un T5 dans les logements sociaux. Et on a construit à Olembe, presque 35% ont été reversés aux BIR, qui ont les moyens de se construire. Dans les cités SIC dont il parlait tout à l'heure là, qui habite les cités SIC? Ce n'est pas réservé aux bourses moyennes. Donc vous voyez quelqu'un qui arrive ici à Douala, qui prend la moto, je ne voudrais pas justifier l'occupation anarchique. Mais pourtant, vous êtes en train de le faire. Mais je justifie. Quelqu'un qui doit vivre, qui a la moto, qui a 40 000 francs de revenus mensuels, qui ne peut pas s'offrir un terrain. Il faut aller donc vivre dans les zones marécageuses. Quand vous leur parlez, nous avons travaillé une fois au bois de singe, où on déverse tout ce qu'il y a comme assainissement liquide, tout ce qu'il y a comme boue sanitaire. Allez là-bas à côté de l'ancien lit filtrant qui n'a jamais fonctionné, mais qui est à côté des milliers de francs CFA, juste pour assainir tout ce qu'il y a comme déchets liquides. Allez-y, vous avez des populations qui sont installées là-bas. Et ce qui est horripilant, c'est leur accoutumance aux odeurs pestilentielles.
Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ces populations boivent quelle est la qualité de l'eau qu'elles boivent? Tout à l'heure, j'ai dit qu'à Douala, c'est 19,24% de la population qui ont accès à l'eau potable. Donc, il faut peut-être se poser le problème. Je ne cherche pas à justifier quoi que ce soit, mais le problème est réel. La pauvreté dans la ville de Douala. Et c'est un problème dangereux qui a des conséquences. Quelqu'un dit par exemple que pour circuler, une ville qui produit la richesse, c'est 25 minutes pour 50 km. Lorsque vous regardez dans la ville de Douala, est-ce que vous pouvez faire 25 km ou bien 50 km en 25 minutes? C'est impossible. Alors, vous dites que Douala, c'est une ville qui produit la pauvreté. Alors, y a-t-il pas un système de drainage pour parer à toute éventualité d'inondation et de montée de l'eau, puisqu'on nous explique d'ailleurs que le phénomène que nous avons vécu dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 est une forte coïncidence entre la haute marée du Vouri et la forte pluviométrie qui s'est abattue sur l'espace terre, notamment la ville. Oui, disons qu'il faut déjà savoir que le fleuve qui est appelé à recevoir toutes les eaux de ruissellement de Douala, d'une manière ou non, directement ou indirectement, c'est le Vouri. Et le Vouri est un fleuve unique. Il n'y a pas beaucoup de fleuves comme ça dans le monde. C'est un fleuve qui a de la marée. C'est pas parce que comme il débouche dans l'océan Atlantique, il subit l'influence du mouvement de marée de l'océan. Donc, il y a des moments de la journée où l'océan pompe l'eau et l'eau vient dans la ville. L'eau vient dans le Vouri. C'est ça qui donne la marée haute. Et il y a des moments où quand l'océan change de sens de son propre écoulement, les eaux descendent. Le Vouri va en marée basse. Comme il a ce type de comportement, si au moment où il pleut ici, ça correspond au moment où l'océan est en train de vous pomper l'eau, eh bien, l'eau ne va pas couler, vous aurez l'eau dans la ville. Mais ça, c'est gérable. Je veux dire deux choses. Je t'ai entendu dire que le... Avant de dire que c'est gérable, s'il vous plaît. Vous étiez en train d'expliquer ce phénomène. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même un système d'évacuation d'eau qui assurerait le passage au-delà de l'occupation anarchique qui reste un problème. Mais quand vous... C'est-à-dire que c'est un phénomène un peu physique qui peut être un peu difficile à expliquer ici. Et de toutes les façons, l'homme s'est toujours arrangé pour que quand il habite, que l'eau coule. N'est-ce pas? Il s'arrange toujours. Mais il peut arriver que, parce que l'occupation n'est pas contrôlée, les espaces qu'on laisse sont petits par rapport aux quantités d'eau qui, même en situation de précipitation normale, s'écoulent. Une partie devait rentrer dans le sol, elle ne rentre plus dans le sol parce que les maisons sont partout. Les gens ont tendance à occuper la ville horizontalement. Chacun a sa petite maison à côté de l'autre. C'est pas pour dire que dans les grands pays, les gens ont imaginé l'occupation verticale. Parce que si vous empilez les gens sur 10 étages, c'est un seul toit. Ce n'est pas 10 toits. Mais si les 10 personnes qui sont sur un immeuble décident de se répandre comme ça, ils vont construire 10 toits, non. Les toits là, c'est des surfaces du sol qui étaient vides, libres, par lesquelles l'eau devait s'infiltrer, qui vont maintenant être fermées, l'eau ne va plus s'infiltrer. Chacun va donc laisser un petit espace pour faire couler l'eau. Est-ce que le petit espace là suffit pour absorber l'eau qui vient des toits que vous avez écoutés partout? C'est le premier problème. Mais ça, on peut gérer ça. Ce que je veux dire, c'est, il a posé une question. Est-ce que les populations ont-elles le choix? Sa question induit une réponse qui est non, elles n'ont pas le choix. C'est faux, elles ont le choix. Ah ben, il a rappelé, il y a un seuil de pauvreté suffisamment important qui oblige pour montrer qu'il n'a pas bien répondu, regardez ce qui se passe dans les régions où proviennent l'exode rural. Personne n'habite dans un marécage. Vous pouvez me donner un village de l'Ouest où quelqu'un habite dans un marécage. Dans le marécage à l'Ouest, personne n'habite dans les marécages. Les habitudes architecturales de ces peuples, c'est que les marécages sont des lieux de culture. Et les zones élevées sont des lieux d'habitation.
Vous avez appris un jour qu'il y a l'inondation à Balengou. Les gens ont les pieds dans l'eau. Combien de personnes, Abel? C'est quoi les personnes qui créent l'inondation? Ah ben, s'il vous plaît, dites à vos fidèles de ne pas vous appeler, vous êtes en direct sur un plateau. Ils me voient et ils pensent qu'ils vont vous atteindre. Non, non, du tout. Il faut leur dire ça. Bon. Donc, comment vous voulez expliquer que les gens quittent des zones où ils ont un potentiel économique certain pour venir là où ils n'ont pas de potentiel économique? Quelqu'un quitte son village où il a des terres cultivables, où il a des terres pour habiter, qu'il n'achète pas. Il peut habiter même en matériaux Provisoire. non, pas provisoire, c'est comment on appelle ça, précaire, Traditionnel. etc. Il quitte ça pour venir à Douala, là où il n'a pas de maison. Et vous dites, est-ce qu'il n'a pas le choix? Il a le choix de rester chez lui. Là où il a un minimum de choléra. Quand il y a le choléra là, quand il y a souvent le choléra, vous avez appris que c'est dans les villages d'Amérique, à l'ouest là, il n'y a pas le choléra là-bas. Tout simplement parce que les gens ont accès à un minimum d'eau. Ils n'ont pas l'eau courante des robinets, mais ils ont une eau potable. Ils ont une eau potable. Ils quittent ça pour venir à Douala, là où ils n'ont plus d'eau potable. Comme tu disais tout à l'heure, les gens font des forages ici, alors que les faux septiques sont partout. Les gens pensent que quand ils sont en train de boire l'eau du forage, ça a un bon goût. Ils sont en train de boire une eau potable. Alors que c'est une eau complètement souillée de batteries parce que les fonds septiques sont partout. Et le forage n'a pas respecté les normes de construction. On a juste percé un trou. Donc on a trouvé l'eau à la première couche nappe phréatique. On prélève cette eau, on se met à boire. Ok. Je vous ai gardé un morceau choisi. Dites-nous le morceau choisi. La loi numéro 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, article 2, sont passibles d'une amende de 50 000 à 200 000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, ou d'une de ces deux peines seulement, celui qui exploite ou se maintient sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire. Le marécage, c'est l'État qui a ça. C'est comme le voulu, c'est comme la voie publique. Comme les gens occupent les marécages là, ils sont exactement comme quelqu'un qui a décidé de construire sa maison sur la voie publique. Il crée le désordre. Il n'a pas requis l'autorisation du propriétaire. Et le législateur continue. Les agents de l'État convaincus de complicité dans des transactions foncières de nature à favoriser l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui. C'est-à-dire que quand les gens font des lotissements, Autrui, c'est l'État toujours. Hein. quand les gens font, et dans autrui, il y a l'État. Quand les gens font les lotissements là, on vous dit que le domaine public naturel, par exemple, pour les cours d'eau, pour les petits cours d'eau, les fleuves et tout ça, c'est la limite des plus grandes eaux, plus 25 mètres. Vous trouvez les gens qui font des lotissements, ils prennent les marécages, ils introduisent ça dans leur titre foncier. C'est pour ça que les agents publics qui participent à ça, les géomètres assermentés, les gens du cadastre, oui, nous sommes obligés de nous entendre sur cette affaire. La responsabilité n'est pas simplement celle de l'État. Quand vous êtes en train de faire votre lotissement et que vous acceptez les conditions, que le géomètre ne vienne pas sur le terrain voir, ou il vient, il voit bien que l'espace que vous voulez immatriculer en votre nom, entre autres le domaine national que vous êtes en train de vouloir prendre, soit en termes de concession, soit en termes d'immatriculation directe, contient un marécage qui n'est pas cessible, qui est inaliénable. Vous-même, qui êtes en train d'aller chercher, de mettre le marécage dans votre titre foncier, c'est vous êtes le commencement de la faute.
avant que L'autre est complice. le géomètre et les gens du cadastre des domaines ne reçoivent l'argent pour vous délivrer ça. Merci beaucoup. Vous êtes le commencement de la faute. Alors, je disais une conversation. Je termine. Non, Disons toujours, Arrête. arrangeons-nous. Arrangeons-nous. N'ayons pas peur de dire à nos populations que ce n'est pas la pauvreté qui amène les gens à Douala. C'est le manque de la bonne information. Merci beaucoup, Abel. Je Deuxième quoi? ne voulais pas engager ce débat identitaire. La personne ne veut d'ailleurs faire un débat identitaire. Sur les inondations. Mais il faut restaurer... Dans ton village, il y a les inondations. Attends, nous sommes combien là? Je voudrais surtout rappeler aux téléspectateurs à la maison, s'il peut n'appeler pas un numéro de téléphone qui s'affiche pas de petit quoi. Il faut restaurer, il ne faut pas tromper l'histoire. Dites-nous toute la vérité. L'histoire nous renseigne que les Bamileke qui sont partis des montagnes de l'Ouest sont arrivés ici parce que les Allemands trouvaient en eux des gens robustes qui n'étaient pas vulnérables à un certain nombre de maladies. Donc ils sont venus ici travailler dans les plantations et l'histoire nous dit que l'arrière-grand-père de Suzanne Kalalobé était un Bamileke. Qu'est-ce que ça veut Et dire? que c'est lui qui aurait conçu la parole. Non. S'il vous plaît. Merci, monsieur Jean. Oui. Non, pourquoi tu dis Permettez-moi est venu ici pour travailler dans les plantations. Les plantations là sont où? Attends, Les plantations du Vouri sont où? mais vous pouvez trouver ça aujourd'hui. Non, mais comment? Si les gens ont créé les plantations en 1916, Deuxièmement, et elles ont disparu les après, Allemands qui nous ont amenés. Et tu sais très bien, que les Allemands ne sont pas venus ici coloniser politiquement le Cameroun. Ce qui les intéressait, c'était nos ressources. Tu le sais très bien. toutes les colonisations sont... Revenons sur le sujet. La deuxième vague, Didier. c'était pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y avait ce que vous appelez le marqué du PC. Les gens fuyaient de chez eux pour aller soit... Didier, ramène dans le sujet. Donc les gens ne viennent pas ici. Donc quand le marqué est fini, les gens ne sont pas rentrés. Donc il faut qu'on abandonne ce débat identitaire. Ce n'est pas un débat identitaire, c'est un vrai débat. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On ne s'est pas vidé de ça. Merci beaucoup. Est-ce que l'État, Charles, merci, est-ce que l'État a abandonné sa responsabilité? Monsieur, s'il vous plaît, merci. Est-ce que l'État a abandonné sa responsabilité? Est-ce que l'État, malheureusement, subit la pression démographique et ne sait plus à quel sens se vouer? Oui, il y a un acheteur urbaniste qui nous disait un jour lors d'une formation que l'urbanisme suit l'urbanisation. En quelques mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les villes à forte concentration de la population, comme Douala, Yaoundé, les gens s'installent d'abord et l'urbanisation vient après. Les gens s'installent n'importe comment, construisent de façon anarchique. C'est après que Eno vient avec ses poteaux, c'est après que la Sénérie arrive avec ses tuyaux, c'est après que Camtel vient avec ses poteaux. C'est pour ça que vous avez... Il a dit ça que c'est une règle de fonctionnement ou bien c'est un constat malheureux. C'est un constat malheureux, Abel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous avez 19,24% de la population qui ont accès à de l'eau potable. Lorsqu'il parlait tout à l'heure des forages, il a parfaitement raison. 95% de ce qu'on appelle forage ici à Douala. On ne parle pas de forage ce soir, on parle davantage de l'eau qui monte. Ça veut dire Il y a de l'eau qui monte et les populations ont toujours les pieds dans l'eau. C'est une récurrence à Douala et on n'en finit pas. Parce que la marée est liée à la rotation de la terre autour d'elle-même et à la révolution qui fait 1 an. C'est ça le mouvement de marée. Physiquement, c'est ça. Donc pour dire que lorsqu'on a intégré ce qu'on appelle les mécanismes de changement climatique, les mécanismes d'adaptation. Parce que ce n'est pas l'homme qui peut influencer les fortes précipitations directement, mais l'homme s'adapte. C'est pour ça qu'on parle de mécanismes d'adaptation au changement climatique. Donc, quel que soit, le changement climatique affecte toutes les activités. Je dis toutes. Transport, agriculture, BTP, énergie, industrie, toutes les activités. Donc, lorsqu'on pense à une politique publique, il ne faut pas ignorer l'aspect climat. Parce que nous vivons aujourd'hui avec le stress climatique. Donc, si vous ignorez, la réalité va nous rattraper. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui.
Vous voyez, lorsqu'on explique les phénomènes d'urbanisation ou bien d'urbanisme, on peut trouver une justification. Parce que l'État, des années 84-90, l'État a eu des problèmes. Il y a un problème, c'est les économistes qui parlent de problème de change, il y a eu vraiment une crise économique mondiale qui nous a affectés et que l'État n'était plus à mesure d'offrir à sa population un certain nombre de besoins, tels que les logements sociaux. Mais après avoir sorti du tunnel du PPTE, avoir remboursé toutes nos dettes extérieures, est-ce qu'il y a des raisons pourquoi aujourd'hui qu'on ne puisse pas gérer un problème, le flux d'eau qui nous tombe dessus? Donc quelque part, il y a quand même il ne faut pas oublier les facteurs exogènes, tels que les différentes crises économiques. Il ne faut pas aussi oublier les facteurs endogènes, tels que la corruption, les concussions. Regardez, depuis un certain temps, depuis cette semaine même, pas un certain temps, vous avez une partie de la route qui s'est effondrée au niveau de l'aéroport, en allant chez Bocom. Vous avez une partie de la route qui s'est effondrée à Sanchou. Avant cela, c'était sur l'Arcelou. Tout simplement parce que, et comme vous observez très bien cette route-là, vous voyez que l'épaisseur du goudron, c'est moins de 5 cm. Donc ça veut dire que les gens ont conçu de route, ils n'ont pas tenu compte de l'empreinte écologique, parce que l'Arcelou Douala Yaoundé, c'est à peu près 25 ans, et tous les experts de la démographie vous disent que après 25 ans, la population double. Ça veut dire qu'automatiquement, la flotte va doubler. Donc il faut en tenir compte. Donc, après 10 ans, on doit faire des études géotechniques pour savoir si l'ouvrage peut encore tenir. C'est ça qu'on appelle l'empreinte écologique. Est-ce que c'est fait? Là, il y a problème. Donc moi, je pense que quelque part, l'État qui a la légitime violence a sa part de responsabilité dans ces inondations. Changement climatique, est-ce l'élément sur lequel on doit s'appuyer pour aujourd'hui dire que malheureusement on ne peut pas faire autrement, on doit subir la pression de l'eau qui vient de la mer dans le continent, ou alors on doit subir les précipitations qui nous tombent dessus au quotidien? Non, je refuse cet alibi, parce que nous ne sommes pas la seule ville Douala à se retrouver dans pareille configuration. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Le sachant, je reviens encore, et je vais peut-être emboîter le pas à mon prédécesseur, à la prospective. Quand vous voyez les images comme celles que j'ai vues ce matin, de cette route vers Saint-Michel, je pense, en tout cas pas loin de l'aéroport, et que vous voyez l'épaisseur du goudron, vous vous interrogez. Mais nous savons tous comment ça se passe. Nous savons tous qu'on a une autoroute qui a déjà coûté des dizaines et des dizaines de milliards, qui n'a pas encore dépassé les 60 km. Pourquoi? La gabegie est fonctionnaire. Nous savons dans quelles conditions sont construites nos routes. Ce qu'il y a d'important pour moi et que je veux que mes compatriotes du RDPC comprennent, c'est bien de tout avoir, de tout vouloir, mais ça va avec tout. Ils ne peuvent rendre personne d'autre responsable de ce qui arrive dans ce pays depuis 60 ans. C'est à cause du RDPC qui est plein? C'est à cause du RDPC que les mesures qui doivent être prises pour que nous nous retrouvions pas dans cette configuration-là soient prises. Qui doit les prendre? Ils revendiquent le pouvoir, non? Le pouvoir, c'est qui? Le pouvoir, c'est qui, M. Ntomé? Il y a eu qui d'autre qui a dirigé ce pays depuis les années 60? Si ça n'est pas eux. Parce que le RDPC, c'est la continuation de l'UPC. Si ça n'est pas eux. Oui, oh là là, vraiment là, c'est un lapsus malheureux de l'UNC. Bien sûr. Voici un régime qui est installé depuis 38 ans. Dites-moi, dans Douala, quelle est la nouvelle route qui a été créée dans Douala? Quel est le nouveau quartier qui a été créé dans Douala? 38 ans. Une ville comme celle-ci, qui est le poumon économique du Cameroun. Je ne sais pas si celui qui nous gouverne est venu 5 fois. Et quand il vient, il y a un char en haut à Bonadjo. Donc je ne sais pas pour qui il vient. Je ne sais pas s'il vient pour les populations. Je dis bien que tout ça, il y a de la prévision, il y a de la prospective. C'est pas tout de parler d'éléphants blancs et des barrages, etc., qui ne finissent jamais. Il y a une responsabilité humaine, mais je ne peux pas ne pas, comment dirais-je, ne pas m'accorder avec mes prédécesseurs qui ont dit que nos populations sont en majorité responsables. Mais ces populations ont des gens qui les dirigent. Ces populations ont su comment se comporter jusqu'à une certaine période, à une certaine époque.
Demandez à ceux qui sont de ma génération ici. Mais il y a des moments où, avant de prononcer un nom, on ouvrait la fenêtre pour regarder s'il n'y a personne qui écoute. On savait respecter l'heure. On savait respecter le poste qu'on avait. Nous sommes, c'est vrai, en train de parler simplement d'inondation, mais vu les conséquences de ces inondations, il faut qu'on accepte une chose, il y a un délitement de l'État. Il est visible tous les jours. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Au sortir de nos portails respectifs, nous voyons. Moi, je n'aurais jamais pensé, moi, prendre une poubelle et aller la déverser dans un caniveau. À l'époque où moi j'ai grandi dans cette ville, il y avait le camp hygiène, des gens du camp hygiène qui passaient pour pulvériser. Pourquoi ces populations qu'on accuse aujourd'hui de venir s'installer, elles étaient où? Elles étaient là avant. Pourquoi ne faisaient-elles pas la même chose? Le fonctionnaire vend tout. Le fonctionnaire camerounais d'aujourd'hui, du RDPC, vend tout. Et accepte tout pourvu qu'il ait de l'argent. C'est bon. Conséquence, il y a les inondations. Entre autres. D'accord. Conséquence, il y a des gens qui sont installés, qu'on a laissé installer, parce qu'ils ont... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parce que le fonctionnaire de l'ADPC accepte tout pour de l'argent, il y a des inondations. Non. Ne me prêtez pas de mots. J'ai dit non. Vous savez que je m'exprime bien en français. Si vous voulez qu'on rentre dans la sémantique, on va y arriver. J'ai dit une chose. Pour que ces populations s'installent où elles sont, la première maison, on ne l'a pas vue. La deuxième, on ne l'a pas vue. La troisième, on ne la voit pas non plus. Jusqu'à ce que ça arrive à 100, 200, 300. Leur travail, c'est quoi? Je peux prendre une petite minute. Non, vous ne prendrez aucune petite minute à peine. Donc la responsabilité est partagée, mais on ne peut pas comparer. On peut pas comparer les... Charles a peut-être le tort de mettre RDPC. Si ça arrêtait à fonctionnaire, oui, fonctionnaire. Ce qu'il dit mais comme c'est un État parti, c'est un parti État, c'est pour ça. Parce que vous qui êtes du canton Bassar, vous connaissez Missoké, la route qui part de la station Boucom vers Makepe. Il y a une maison en étage qui a été construite dans le marécage. Et un ministre de la ville a été ici à Douala voir cette maison et a demandé qu'on la détruise. Elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Et sans compter les immeubles qui ont connu à Abel et à gauche à droite. Que la non faute, détruit juste Charles, merci. C'est l'autorité. Ils disent que la faute, c'est à l'État. L'État n'a rien fait. L'État a regardé tout faire. Et aujourd'hui, toutes nos villes et la population ont les pieds dans l'eau. Je suis surpris quand j'écoute M. Ndikam qui dit qu'il a toujours vécu dans la ville de Douala et qui trouve que la ville de Douala n'a pas connu un développement qualitatif. Je suis surpris. J'ai voulu, si vous permettez, que je prenne un tout petit peu votre place, que je pose une seule question à... Non, ne posez pas de question. J'accepte volontiers. J'accepte volontiers. Nous sommes là pour construire. Le député MRC, c'est quoi son bilan? Le député MRC. Oui, député de quoi? Député de quoi? De la ville de Douala? Blaza. Non, le député de la ville de Douala. Il n'est pas... Attends, non, je demande. Je vous... Député... Non, monsieur, arrêtez. Répondez, donnez-moi le bilan de M. Sor. Quand il était député de Bolivie-Est. Ok. Vous remettez la question, l'évolution... Vous m'avez posé la question. Oui, allez-y. Non, je vais vous poser une question. Non, à la question et je répondrai à la vôtre. Commencez par répondre à ma question et je répondrai à la vôtre. Et je vais continuer par la suite. Parce qu'il est très long. Je vais répondre à sa question. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Est-ce que vous répondez à la réseau de l'eau? Vous ne me posez pas une question en répondant à ma question. Est-ce que ça résout la problème? Je veux faire des éléments de ce jeu. Est-ce que sa question... Vous avez des questions, répondez à mes questions. Le problème de l'eau, avec 180 députés. Vous avez du
Vous avez eu un député qui n'a rien fait. Oui, un député. C'est déjà quelque chose. C'est derrière ça qu'on vous réfugiez. Vous qui en avez 180. Vous qui avez 180. Monsieur, vous réfugiez, vous parlez de la ville de Douala, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Non, c'est pareil. Vous parlez de la ville de Douala. C'est les partis de proposition qui viennent. Répondez à la question. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Ça semble ridicule. Toutes vos observations que vous faites à l'endroit du gouvernement. Chaque fois que vous êtes bon, je vais continuer. Chaque fois que vous n'avez rien à proposer, qu'est-ce que la solution que vous avez apportée à nos problèmes, moi le citoyen camerounais? Oui. Parce qu'avant que je ne sois du RDC, je suis citoyen camerounais. Oui. Vous le RDC, vous m'avez apporté quoi? Est-ce que vous répondez? Non, je ne répondrai pas à sa question. Il ne vous pose aucune question. Je suis le seul à poser des questions. Et la question reste simple. Merci, je vais continuer. Sous la pression des populations? L'État ne peut pas être sous la pression des populations. Mais la preuve, c'est qu'on a... L'État a une vision, celle de protéger la population. Et c'est ce qui est fait. C'est pour ça que quand il y a l'innovation, les ministres courent dans tous les sens. Il est normal que les ministres, ceux qui ont la charge de regarder les questions liées ou les conséquences liées aux inondations, qui viennent toucher du doigt. Pourquoi ils ne le font pas avant? Ils le font avant. Ils le font avant. L'immeuble c'est classé. Ils font quoi? C'est classé. Ils font quoi avant? C'est ce qui a été dit depuis toujours ici. Monsieur Abel Elibiloba a des documents qu'il est en train de lire. Ça veut dire que l'État a pensé le développement. D'accord, on a pensé au développement. Et Abel a rappelé une sanction qui n'est jamais mise en œuvre et qui davantage permet à ce que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Il va, il construit où il veut, il jette des déchets dans les drains, et après quand tout est bouché, c'est la ville qui subit le contre-coup. Non, on peut dire que les gens ils font ce qu'ils veulent. Et je suis content pour le député, pour le représentant du MI, pour me, l'éthique politique. Et je suis surpris de l'écouter, de dire, nous évangéliser à la limite. Le parti qui a favorisé pour ce que nous vivons aujourd'hui, l'incivisme. Ah bon? Depuis 20 ans. Une actualité à l'heure. Vous avez été sur les réseaux sociaux pour voir le président du MRC qui annonce... On est toujours dans le sujet. Qui annonce les marches. Vous faites les marches pour faire partie de la distraction. C'est le président de la République. On se retrouvera... Je suis désolé pour vous. La distraction, je suis désolé pour vous. Maintenant, monsieur, vous n'avez aucun... Alors, l'incivisme s'est installé dans ce pays. Ah oui, ça fait... Monsieur... L'incivisme a commencé il y a Monsieur Didier Winkwa a parlé de la période de 90 où on a connu, oui, les partis politiques de l'opposition, du moins certains partis politiques, avaient tenu par le passé un discours qui a favorisé à un moment de la vie politique de l'incivisme. Et aujourd'hui, le MRC en est devenu... On a dit qu'on ne parle pas de formation politique ce soir. Oui, on ne parle pas de formation politique, mais les formations politiques sont invités. Il ne peut pas il n'a pas de bilan. C'est toujours ça, on connaît cette alternative. J'ai demandé un bilan qui... Non, la question, c'est pas le débat. Oui, oui. Ok. Oui, par rapport à la politique d'une nation. Merci beaucoup. Et celui qui en a 152... Vous permettez que je puisse continuer l'émission. Merci beaucoup. Abel, vous manquez d'argent. Il y a un message porté, un message fax même, qui a été initié par le ministre de la décentralisation et de développement local, Georges Langoban, message qui invitait les autorités administratives et les autorités municipales à se mobiliser parce que le pire était annoncé. Est-ce que les collectivités territoriales ont les moyens de se préparer ou sont suffisamment outillées pour faire face au pire qui serait annoncé? Puisque ce matin encore, c'est le service de la météorologie qui a annoncé les pluies diluviennes pour lundi, mardi et mercredi. Je vais être franc et sincère envers vous. Non.
compte tenu de l'urgence, aucune collectivité au Cameroun n'a les moyens de faire face à l'urgence. Si on vous annonce que demain et après-demain, il y aura une terrible pluviométrie, vous n'allez pas commencer à curer les caniveaux cette nuit. Et la pluie va vous trouver en train de les curer. Donc, le communiqué du ministre est arrivé. La ville de Douala, je préfère sortir de cette polémique qui vise à atténuer les responsabilités. Les responsabilités sont celles des populations et celles du gouvernement. Et dans tout pays au monde, la responsabilité ultime est celle du gouvernement, même celle de l'éducation. Apprendre aux gens à bien se comporter comme je suis en train de dire là. C'est le gouvernement qui doit le faire. C'est pour ça qu'il est un gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Ce que Njo est en train de dire rend compte de ce que doit être le comportement des hommes politiques. C'est-à-dire que les hommes politiques, les élus locaux, qui ne parlent d'aucun problème, qui ne se battent pour la résolution d'aucun problème, qui, quand ils s'expriment, c'est simplement pour demander que l'autre quitte. Ils sont aussi responsables. Effectivement, il y a une culture, une invite à la désobéissance au pouvoir public qui s'est développée au Cameroun. Oui, c'est vrai. Je suis de l'opposition, je le dis. Nous avons cru que nous pouvons utiliser toutes les méthodes. C'est pour ça que j'appartiens à l'école qui veut qu'il y ait une certaine moralisation de l'engagement politique des gens. Ce n'est pas normal d'apprendre aux gens que quand vous venez de lire quelqu'un, vous pouvez sortir dans la rue pour le déposer demain. C'est ce que les Maliens ont fait. C'est pas ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Ceux des leaders maliens qui sont en train de faire ça, ils arriveront au pouvoir. Ils trouveront qu'ils ont appris aux gens à ne pas respecter le mandat. On va revenir sur ce sujet. Donc la culture de la désobéissance veut que le gouvernement dit que les hommes ne sont pas constructibles, vous venez quand même construire là-dessus. Si on avait la culture du respect et de la peur de la loi, je viens de vous lire la loi, elle dit, je répète, que... Où là, la loi là? Vous n'avez pas voulu mettre la belle. Commencer derrière. Alors, voilà, elle est là. Sont passibles d'une amende de 50 000 à 200 000 et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans. Ou d'une de ces deux peines, je préfère l'emprisonnement. Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans l'autorisation préalable du propriétaire. Tous ces gens qui... Lequel propriétaire peut être l'État? Tous ces gens qui sont là... Tu as parlé de... 71%. Non, derrière la réponse là-bas. Bois de Saint, Voilà. et puis de l'autre côté, on doit passer après la Sénat. Tous ces endroits qui étaient, il y a encore une quinzaine d'années, des brousses. Bien sûr. Tous ceux qui sont partis s'installer là-bas, ils ont demandé l'autorisation de qui? Ils n'ont demandé ni l'autorisation des communautés coutumières, qui sont spoliées. Ils n'ont ni demandé l'autorisation de l'État lorsque c'est le domaine national. Ils ne demandent l'autorisation de personne. Mais c'est des terrains achetés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas acheté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que ce n'est pas acheté. Mais écoutez, vous pouvez acheter une voiture volée. Non, il va arriver, il faut lui l'appeler. Il va arriver, il arrive. La Libye d'acheter, tous ces gens-là, aucun ne peut te montrer un titre de propriété. J'en suis victime moi-même. J'ai des terrains ici en Bagna que des gens ont occupés. Je suis allé là-bas avec une mission du préfet, on nous a tapé. On tape les représentants de l'État, une commission préfectorale. Abel, est-ce que ça existe? Mais c'est là que... L'incivisme. Oui, c'est le plus. S'il vous plaît, monsieur. Mais pourquoi c'est ainsi? J'ai déjà donné raison, non? Je me suis donné raison, non? Pourquoi c'est un civisme? Non, dis quand même, c'est toi qui as raison. Parce que on nous a donc tapé. Qu'est-ce que l'État Parce que le préfet a fait. Marché qui était là quand ça s'est passé, il a fait quoi? Ah ben s'il vous plaît. Donc, il a fait un rapport où il reconnaît que je suis propriétaire
ma famille, mes frères et moi-même, puisque c'était un terrain de mon père qui l'a laissé. Et il a dit qu'il ne peut pas régler cette affaire. Est-ce que vous Non, avez... là n'est pas la question. Là n'est pas la question, s'il vous plaît. Restons sur le sujet. Abel. Ça fait depuis 2016. Aucune des trois. S'il vous plaît. Bon, je reviens sur le sujet pour dire donc que vous êtes en train de dire tous les deux des choses qui montrent que le problème est complexe. Les responsabilités sont lourdement partagées. Vous avez d'un côté la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans son article 12, elle dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Alinéa 2. Il est chargé de l'exécution des lois. L'exécution des lois. Soyons honnêtes. Mais ce n'est pas ce Premier ministre-ci. C'est tous les premiers ministres qui n'ont pas veillé à l'exécution des lois. Quand la loi dit ne laissez pas des gens occuper des terrains qui ne leur appartiennent pas ou sans l'autorisation du propriétaire. Ne les laissez pas occuper les marécages qui appartiennent à l'État. Ne les laissez pas occuper les abords des cours d'eau. Tous ces gens qui vivent au bord du Vouri, qui est pour grande pluviométrie ou qu'il n'y ait pas, chaque jour ils ont l'eau dans leur cours. Ils ont les murs qui ont les remontées de nappes. Les sols des maisons sont humides. Les gens vivent dans un environnement humide en permanence, tout simplement parce qu'ils sont sur l'emprise du Vouri. Est-ce que le manque de sanctions a favorisé la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Le problème est beaucoup plus politique. On peut laisser les gens s'installer parce qu'ils sont un bétail électoral. Tout à fait. Oui, Oui. oui, c'est un bétail électoral. Et aussi pourquoi? Parce que le Cameroun a signé un certain nombre de conventions. Lorsque vous déguerpissez des gens, vous avez le devoir de les relocaliser ailleurs, de les recaser. On l'a signé. Quelle est la convention? C'est quelle convention? Non, attends, je veux savoir, c'est quelle convention? Tu vois ça. Je vais te donner ça. Moi ça. Oui, je vais te Mais donner pour ça. le moment, la convention dont tu veux parler, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Parce que c'est comme ça qu'on... On va vous donner la parole. Non, vous n'avez pas la parole. c'est comme ça, Frédéric. C'est comme ça que nous mettons dans l'esprit de nos compatriotes Allez-y. le comportement qui amène à l'insurrection. On a déjà S'il vous plaît. Déguerpisser les gens pour une utilité publique. Les gens que vous déguerpissez doivent être des propriétaires. Merci. Si les gens ne sont pas des propriétaires, aucune loi au monde ne dit que quelqu'un n'est pas propriétaire. Il habite sur le terre de Frédéric Moutomé. Le jour où Frédéric Moutomé le déguerpit, Frédéric Moutomé doit le dédommager. C'est faux. D'accord. Je voudrais aussi dire que tu l'auras, je vais te l'envoyer. Merci. Je vais aussi te dire qu'il y a une loi tacite, non écrite, dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, qui stipule que la terre appartient aux premiers occupants. Non, ça n'existe nulle part. Voici le décret du président. Il y a des tacites. Non, il n'y a pas de loi tacite. Il n'y a pas de loi tacite. C'est quoi cette histoire-là? Il y a Loi pas de loi tacite entre tacite. qui? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 71%. Oui. Oui. Je te fais confiance, c'est des statistiques. Je suppose que tu appartiens au corps des gens qui ont fait le décompte sur le terrain. Donc je te fais confiance. Merci de laisser la parole à Pour dire qu'il n'y a pas de loi tacite, il y a quoi? Ces gens ont acheté ce terrain à qui? Je t'explique à qui ils ont acheté. Je t'explique, non. Non. Tu n'achètes pas un terrain à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Il n'y a que 3 façons d'être propriétaire de la terre au Cameroun. Moi, je C'est qui dans le voulais livre? sortir. S'il vous plaît. Celui qui a la terre en dehors de ce schéma-là est dans l'État. Pour dire que l'État qui est au propriétaire de toutes ces terres-là. Non, il n'est pas propriétaire de toutes les terres. Mais à la base, l'État est propriétaire même de ce. Non, il garde les terres. Il n'est pas propriétaire. Lui-même le dit. Peut-être il y a un problème de sémantique. Oui, il y a un sérieux problème de sémantique D'accord. qui amène donc les gens à avoir des mauvais comportements. Le domaine national, Et le domaine privé. le domaine, je te donne la définition du domaine national. Le domaine national. Vous avez donné cette définition. Vous avez la parole. L'État Oui. qui a la puissance, qui a le pouvoir, pourquoi a-t-il laissé qu'on nous dise que la terre appartient aux premiers occupants? Qui a dit ça?
C'est une loi tacite. Non, pas la qui. population achète à qui? Qui a dit? La population qui s'achète Tu achètes une au chef de village. Je voulais relever occupant. Et tu dis il achète. Si au premier occupant, si tu achètes au premier occupant, au chef de village, au chef de quartier, est-ce que le chef de village avec ce qui se passe, Abel, qu'est-ce que se passe sur le terrain? Je voulais relever de bloc loue le goudron avec installer des boutiques. Je n'arrive pas à ouvrir mon Je voulais dire, monsieur Moutemètre, est-ce que la terre... je voulais relever ici, s'il vous plaît, je voulais relever la responsabilité. Je voulais relever ici, s'il vous plaît, Charles, il y a des messieurs dedans dans la maison qui vous écoutent. S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, Charles Dicam. Ça se fait. Non, il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a pas de consensus. Vous attendez qu'on vous donne la parole et vous prendrez la parole à votre tour. Attendez et que chacun attende le tour, son tour de parole et il parlera. Je disais qu'il y a une loi tacite non écrite. Non, on ne peut pas laisser... Oui, je vais finir. Mais laissez-le d'abord. Je vais finir, non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous allez le compenser. Toutes ces populations-là, qui sont installées partout là, sans titre foncier là, comme Elimbi dit, qui sont venus d'ailleurs là, mais étant au Cameroun, ont acheté ces lopins de terrain là, soit au chef de village, soit au chef de quartier qui sont des autochtones. Ils ont payé. Or, si l'État a laissé faire, c'est pour cela que de plus en plus, parce qu'il y a un problème ici que nous avons soulevé il y a 10 ans, le problème d'accaparement de terre. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vallée du Thème. Ça se passe aussi à l'ouest où des gens ont 200 hectares de terrain. Pour dire que si l'État a laissé faire, c'est une crise qui couvre. L'État n'a rien laissé faire. Parce que vous avez vu, par exemple, à PK17, je ne peux pas vous laisser. Vous avez vu, par exemple, à PK17, des populations qui sont installées à PK17 depuis 30 ans, 40 ans. Un matin, on les a déguerpis pour construire l'université de Douala. Mais là, c'est un problème. Ils occupaient quel espace? Vous ne pouvez pas laisser les populations s'installer et venir un matin leur demander de partir. Quelle est la mission régalienne de l'État? C'est de mettre à la disposition des populations les logements sociaux. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont partis, que c'est un fait de génération spontanée. Ou bien ça a poussé comme des champignons. Mais les gens construisent, les immeubles, on voit. Mais un matin, on rase tout. Parce que l'État a dit qu'il va installer... Mais lorsqu'il y a construction anarchique, on doit raser. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. L'État a des devoirs. Comme la population a des devoirs et ses droits. L'État aussi a ses devoirs. C'est ça la mission régalienne de l'État. De mettre à la disposition des populations, si ce n'est pas les logements sociaux, c'est les terrains aménagés. Charles Dicam, aujourd'hui c'est un cauchemar pour les populations. Un cri d'alarme a été donné. Y a-t-il des solutions ou des propositions à faire pour qu'on évite la catastrophe? On a vu le niveau d'eau. En 2002, on avait connu ce phénomène. En 2015, on a connu le même phénomène. En 2020, 3 ans plus tard, on connaît le même phénomène. Est-ce à dire que dans l'année prochaine, on ne risque pas de revivre le même phénomène? Ou même en cette saison des pluies encore? Déjà, si je suis bien les différents communiqués et tout ce qui m'a été donné de lire sur la question, ce n'est que le premier désagrément de cette saison des pluies. Il va encore y en avoir d'autres. On va avoir un niveau de pluviométrie quasiment jamais atteint à Douala. Alors, au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, la responsabilité ne serait-ce que des élus locaux qui auraient pu, à travers une communication de proximité, faire savoir à ces gens, à défaut de pouvoir les faire partir dans l'immédiat, le risque qu'ils encourent pour la semaine d'après ou pour les jours d'après, puisque ça, à 48 heures près, on le sait, de manière à ce qu'ils sauvent leur vie et le peu de biens qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce que leurs meubles et les véhicules de certains qui sont aujourd'hui hors d'usage, ce serait déjà bien. Mais je dis que quand vous avez affaire à des gens qui ne se renouvellent plus, qui sont installés dans des habitudes et qui sont là juste comme des rentiers, vous ne pouvez rien attendre d'eux. Ceux qui sont en charge de cela, l'État, ceux qui représentent aujourd'hui l'État du Cameroun,
ne sont plus en mesure d'apporter de solutions aux problèmes des Camerounais. C'est tout. Je vais vous donner un exemple simple. Vous vous souvenez, à côté du palais d'Ika, c'est le premier exemple qui me vient, d'un immeuble où un jeune a perdu son épouse et des enfants. Il y a d'ailleurs un député ADPC qui habite juste à côté, qui a ses bureaux juste à côté. Jusqu'à aujourd'hui, cet immeuble n'a jamais été détruit. L'immeuble qu'Abel évoquait tout à l'heure n'a jamais été détruit. La ministre est passée par là l'année dernière, elle est repassée par là cette année. Cet immeuble n'a jamais été détruit. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons tous. Les personnes en question, les propriétaires de ces immeubles à détruire, savent qui voir pour que ce ne le soit pas. C'est un État qui a démissionné, tout simplement. C'est pour ça qu'au-delà de la rhétorique et des mots et de ce qu'on semble prendre pour de, comment dirais-je, de la dérision, et on parle de respect des institutions, de ceux qui les incarnent. Mais elles sont où, les institutions? Ceux qui les incarnent sont où? Mais c'est très grave, hein? Parce que justement, c'est sur ces terrains-là qu'on les attend. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus passer 48 heures sans lire des documents que jamais il y a 20 ans, 30 ans, vous n'auriez vu devenir publics, que vous entendez parler de hautes personnalités de l'État, comme on entend parler dans les réseaux sociaux, et partout, le délitement, la déliquescence. L'État actuel n'a plus les solutions aux problèmes des Camerounais. Ils devront supporter, s'ils veulent, ils devront prendre la décision de les faire partir et d'en mettre d'autres. Qui ne feront pas pire. Après une élection présidentielle, s'il vous plaît. d'en mettre d'autres après des élections législatives. Alors, Douala n'est pas la seule ville qui... Et vous n'aviez pas pu élaborer une liste de candidatures. Monsieur Njor, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. S'il vous plaît, restez dans le sujet. Non, vous restez dans le sujet. J'étais dans le sujet, monsieur. Dans le sujet. Alors, ma question, est-ce que vous n'avez pas eu de solution en 38 ans? C'est pas la 39e année, c'est la 39e année. C'est la 39e année que vous aurez les solutions. Vous étiez à une élection présidentielle. Vous arrêtez le peuple camerounais à modeste personne. Vous arrêtez le peuple camerounais à modeste personne. Le peuple camerounais s'arrête à mon genre. Je vous rappelle que c'est vous qui faites le réseau. Il s'arrête à Monsieur Jean, vous faites la 71 pour ça. Oui. Je vais vous le voir bientôt. La question est simple. Douala n'est pas la seule. Vous mentez. Non, Douala n'est pas la seule. Vous avez la particularité. Vous savez mentir. Aujourd'hui, il faut éviter que pareille inondation se produise ailleurs. Comment faire pour éviter? Quelle est la magie que vous avez opérée? Depuis toujours, qu'est-ce qui est fait? C'est continuer les missions d'aménagement du territoire, autant pour la ville de Douala que pour les autres grandes villes du Cameroun. Et je pense que les inondations qu'on a connues cette année, il y a de cela beaucoup de temps qu'on n'avait plus connu de telles inondations. On ne va pas occulter l'aléa climatique qui favorise ou qui a favorisé ces inondations. La politique du gouvernement est d'améliorer de façon permanente le bien-être des Camerounais, et c'est ce qui est fait. Nous avions vu qu'au lendemain de ces inondations, 2 membres du gouvernement sont dans la ville. Et par ailleurs, le gouverneur et les maires de la ville de Douala, pour ne prendre que cet exemple, ont fait des descentes sur le terrain pour essayer d'évaluer la situation. L'évaluation est en train d'être faite et on a pu voir, car sauf que c'est une énième évaluation. Nous sommes des êtres humains et la ville est en perpétuelle construction et elle continuera à être en perpétuelle construction. Il y aura des aléas qu'il va falloir gérer. Et c'est pour ça que il n'y a pas, vous avez essayé d'en parler, vous avez parlé de la note du ministre de la décentralisation et de développement local, justement, qui a sorti un communiqué pour attirer l'attention des élus locaux, pour attirer l'attention des mairies, pour que cette situation qui s'annonçait au regard de la météo puisse être gérée. Et je pense que
elle a été, malgré les sinistres qu'on a connus, elle a été gérée. Parce qu'on aurait pu, on pouvait avoir des morts d'hommes. Et ça n'a pas été le cas. Par le passé, on a connu les morts d'hommes dans la ville de Douala. Et cette fois-ci, malgré le flux d'eau, on n'a pas connu les morts d'hommes. Alors, on va prendre quelques SMS des téléspectateurs, puisqu'ils font partie de cette émission. Bonsoir à vous, Monsieur Moutomet. Très belle émission. S'il vous plaît, que le représentant du RDPC le sache. Pas la peine de chercher à défendre le gouvernement. Le fait est là, le pays est mal gouverné. À cela s'ajoute notre incivisme criard. Donc, tirons tous les leçons de cette situation, car Catherine Damsi qui nous envoie son message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. L'État vous a-t-il dit qu'il ne peut pas nous donner des terres, Monsieur Yimkwa? Le problème, c'est que nous voulons tous être en ville, raison pour laquelle nous vivons cette anarchie et nous avons malheureusement ces inondations. Alors, notre SMS, je ne lirai pas les SMS à caractère personnel, s'il vous plaît. Le téléspectateur qui nous écrit depuis le Gabon, pas d'attaque personnelle à l'endroit des téléspectateurs. Bonsoir le plateau, pouvez-vous nous dire ce que font des structures étatiques telles que la Maïchu ou la CIC pour qu'on assiste dans nos métropoles à ces installations anarchiques des populations aujourd'hui? C'est une autre question qui est posée par un téléspectateur qui n'a pas signé son message. D'autres messages sont également arrivés dans notre contrôle ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, pourquoi vouloir défendre ou convaincre l'autre Camerounais de la malgouvernance qui est le propre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est une question qui nous est posée. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci à Didier Yimkwa pour sa pertinence. Je pense aussi que M. Alibel Elimbilobé doit vraiment apprendre à dire des choses en touchant les réalités du doigt et non pas à faire remonter des questions tribales. Je pense que nous devons aussi voir le problème des inondations sur le plan naturel et comprendre que c'est la plus haute des marées qui est aussi l'une des causes et non pas seulement les constructions anarchiques, pire encore, les drains qui ne sont pas construits dans les normes dans la ville de Douala et dans bien d'autres villes du triangle national. Alors, autre message, je ne dirai pas les messages d'insultes. Bonsoir le panel. Monsieur Abel Limbelobé est très pertinent dans son argumentaire. Nous ne sommes pas en campagne, mais plutôt pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais suite aux inondations. Si on prend en compte le principe des vases communicants, vous conviendrez avec moi que malgré les drains, il est impossible d'évacuer le flux d'eau dans les différentes villes et la pauvreté n'est pas une excuse pour l'occupation anarchique des espaces verts. Les populations sont victimes de leur propre incivisme. On ne saurait être propriétaire par le simple fait que l'on soit le premier occupant. En outre, il existe une législation en matière foncière, alors il faut s'y accommoder ou s'y conformer. Monsieur Tsangandoumbe Samuel Degrando qui nous envoie également son message ce soir. Autre message qui nous est parvenu, je ne lirai pas non plus les messages à caractère tribal, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Bonsoir, la loi est là, mais ceux qui dirigent entretiennent davantage l'électorat. Conséquence, les inondations dans les villes du triangle national. Bonsoir à vous. Le Cameroun est en train de s'effondrer chaque jour alors que le gouvernement devrait appliquer la culture du respect et de la norme. C'est une autre réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Je m'inscris en faux contre les propos d'Abel Elimbilobé concernant le choix de la population à occuper les zones à risque. La population n'a pas le choix de rester en campagne car des zones septentrionales envahies par la sécheresse, le changement climatique et la pauvreté. Quel choix ces populations peuvent avoir à ne pas occuper les zones marécageuses étant donné que les pouvoirs économiques ne leur permettent pas d'accéder à un terrain dans des zones constructives à Douala? C'est M. Moussa
de la base navale qui nous a envoyé son message ce soir. Autre message qui nous est parvenu. Le MRC est toujours dans la récupération politique, il voit le mal partout, il voit le RDPC partout, pourtant le problème est le Camerounais. Bonsoir M. Moutomé, juste pour vous demander de faire un tour sur la rive gauche du fleuve d'Ibamba ainsi que le projet Elokan Beach à Denver. Demain, ils viendront accuser le RDPC d'être responsable de la situation qui est la leur. Bonsoir à vous sur le plateau. Non, je ne dirai pas ce que vous avez écrit, messieurs. L'État... Alors, pardon. Voilà. Alors, quand vous appelez la population à l'incivisme en demandant, par exemple, de ne pas payer leurs impôts, à quel comportement vous attendez-vous pour accuser aujourd'hui le gouvernement de la République? C'est M. Salif depuis Ngaoundéré qui nous a envoyé son message. Et puis, ceux des téléspectateurs, qui continuent de nous envoyer des messages d'insultes, nous n'en ferons pas cas. Monsieur Masson, votre message n'est pas en rapport avec notre thématique. S'il vous plaît, bonsoir à vous sur le plateau. On ne défie pas impunément la nature. Nous occupons des zones marécageuses, nous détruisons les zones vertes permettant l'infiltration d'une partie des précipitations, etc. Ces inondations sont en premier la conséquence de notre incivisme et en second le laxisme des autorités chargées de faire respecter les règles régissant l'occupation des sols dans nos différentes communes. Félicitations à M. Abel Elimbilobé qui est l'un des rares politiciens de ce pays qui met chaque citoyen camerounais devant ses responsabilités par rapport à la marge de notre pays. M. Diama depuis Yaoundé. Alors il nous reste à peu près 8 minutes, ça va faire 1 minute 30 pour chacun de vous pour conclure ce programme ce soir. Déjà, nous voulons remercier tous ces Camerounais de l'intérieur ou de la diaspora qui nous envoient des SMS dans le cadre de ce programme interactif sur la télévision du monde. Didier Yimikwa, on commence par vous. Aujourd'hui, on doit pouvoir faire face à ces inondations. Il y a des propositions fortes qu'il faut faire, propositions qui amèneraient peut-être des pouvoirs publics à revoir leur copie. Bien évidemment, il faut rappeler que des politiques ont déjà été mises en place pour endiguer le phénomène des inondations. Oui, moi je voudrais d'abord dire que je vais répéter ce que le professeur Amoubou, qui est le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques, il a demandé et insisté que les communes, les collectivités territoriales décentralisées insèrent les questions de changement climatique dans leur programme, dans leur PCD, c'est-à-dire les programmes communaux, PCD pardon, de développement. Et je vais vous dire, M. Moutomé, quand le président Biya, en 2015, il va à Paris à la veille de la COP21, il prend un certain nombre d'engagements de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 32% à partir du palier de 2010, 32% jusqu'en 2035. Il prend ce genre d'engagement. Pourquoi? Parce que les changements aujourd'hui sont même une opportunité. Plus vous réduisez vos gaz à effet de serre, plus vous avez l'opportunité de capter le financement au niveau des institutions financières internationales, si je peux me répéter. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des mairies aujourd'hui au Cameroun qui ont compris cela. Je vais parler par exemple de la commune de Tchang, qui est en train de travailler sur les projets verts, comme les reboisements, par exemple la transformation des déchets biodégradables en compost, et qui, parce qu'elle calcule très bien cette commune-là, c'est carbone qu'elle réduit, reçoit de l'argent au niveau d'un certain nombre d'institutions internationales. Et à Fouman, M. Ndamjala, Dr Ndamjoya, qui avait fait en créant des puits de CO2, qui a reçu beaucoup de financements allant dans ce sens. Même ici à Douala, on peut le faire. Lorsque vous allez, par exemple, dans la commune de Douala 5e, vous observez que le climat est très escarpé. Comment il faut empêcher le ravagement? Il faut, par exemple, planter le bambou de Chine. Vous avez la chance, là, de stopper le ravinement, et vous avez la chance de créer des forêts qui peuvent fixer le carbone et avoir à vendre le CO2. Les communes peuvent-elles faire international. Impulser cette dynamique de changement en tenant compte des changements climatiques, en tenant compte des aléas climatiques, notamment ces intempéries à répétition et avec une forte intensité qui s'abat dans la ville de Douala?
En l'état actuel des choses, je vais répondre exactement la même chose que M. Elimbilo. Ben, n'en ont pas les moyens. Il ne faut pas qu'on s'illusionne. Et les passages dont j'ai entendu parler des maires et des ministres, bon, ça c'est fréquent, ils viennent tout le temps. Hein, mais seulement, qu'est-ce qui s'ensuit? Rien. Il faudrait que nos populations se prennent en main. Il faudrait que ceux qui ont accepté la charge de les diriger, je commence déjà par les maires, puisque ce sont les plus proches, conscientisent, expliquent aux uns et aux autres qu'il y va de leur vie. Mais une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qui se passe? Que font-elles? Où vont-elles? Je répète, c'est la charge de l'État. Il revient à l'État de donner des alternatives à tous ces gens-là et de veiller à ce que le désordre déjà installé ne s'accroisse pas. Et il faut qu'il change de paradigme. Mais est-ce que le parti État peut le faire? J'en doute. Personnellement, j'en doute. Comment faire pour sortir de cette inondation? Il faut trouver une solution urgente. Elle s'impose à nous. Les solutions sont là, sont connues. Il faut continuer à les mettre en application, les mettre en pratique. La ville de Douala compte un certain nombre de kilomètres de train. Il est dans les projets d'élargir l'assiette. On parle de 240 km de train à construire. À construire. Voilà la voie sur laquelle le gouvernement, la communauté urbaine et les mairies se lancent pour éviter, pour amener à ne plus vivre les questions d'inondation, du moins pas à cette ampleur. Allez, on doit sortir de cette problématique ce soir. Les Camerounais doivent pouvoir retenir quoi? Il faut refaire les mentalités, rééduquer les populations pour que le civisme, la salubrité soient les règles et des choses les mieux partagées. L'éducation des populations est une mission éternelle. Ça ne s'arrête pas. On éduque les populations en permanence. Pour sortir, j'ai gardé à nos téléspectateurs 2 extraits de ce document fait par le ministère des Domaines. Premièrement, c'est un document où il pose des questions et il répond. Donc des questions que peuvent se poser les gens. Alors, première question. Que faire si je veux acheter un terrain? Point d'interrogation. Et le ministre répond. Pour acheter un terrain, l'acte de vente doit se faire chez le notaire. Si possible, le paiement aussi. C'est-à-dire même l'argent, ça doit donner... La prochaine question. Selon l'article 8 de la loi de 1974, les actes constitutifs des droits fonciers, translatifs, je te donne, etc. Des droits réels immobiliers doivent à peine de nullité être établis en la forme notariée. Première chose que je l'ai regardé. Deuxième chose, la vente illicite des terrains. La vente des terrains est dite illicite. Et Didier Yimkwa doit le savoir. Lorsqu'elle ne respecte pas la réglementation en vigueur, et le ministre donne l'exemple, il dit, les cessions et locations des terrains urbains ou ruraux non titrés au nom du vendeur ou du bailleur. Tu viens, tu vois un notable, il n'a pas le titre foncier, tu lui donnes l'argent, et puis tu viens de 30 ans après, tu dis on a acheté, vous n'avez rien acheté. Et donc, on a compris. Faut partager. Merci beaucoup, Abel. Je voudrais rappeler qu'ils sont très nombreux ce soir. Nous avons suivi de bout en bout dans le cadre de ce programme ce soir sur la télévision du Monde, notamment à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Ils sont très nombreux à avoir apporté également des contributions dans le cadre de cette émission ce soir. Merci à vous, chers internautes.
faites-nous confiance via la page Facebook de notre programme. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment consulter cette page pour vivre en rediffusion nos programmes. Tous nos programmes d'ailleurs sont sur notre page Facebook LTM TV officielle. C'est la page officielle de la télévision du monde. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir contribué à ce programme ce soir. Vous avez certainement retenu pas mal d'informations et d'éléments vous permettant de pouvoir vous-même vous prendre en charge et question d'éviter ainsi les inondations qui sont récurrentes dans la capitale économique Cameroun-Douala. Je rappelle que les autorités annoncent de fortes précipitations. Il faut donc s'armer de patience, de courage, mais au-delà de cela, d'outils permettant d'éviter les inondations si jamais celles-ci reviennent. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, entrepreneurs, et à demain, 21h. Au revoir.